je fais de la publicité en même temps, ça n'a rien à voir avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais ça fait une illustration, c'est toujours mieux. Bien, alors, une fois n'est pas coutume, le corpus que je vais étudier aujourd'hui est un corpus qu'on dit secondaire dans nos milieux, constitué d'œuvres critiques, écrites dans les 5 dernières décennies, et non, alors même que j'étudie un phénomène qui est généralement associé au XIXe siècle, c'est-à-dire la bohème, un corpus dit primaire, hein, donc soit d'œuvres fictionnelles, romans, poèmes, ou soit d'œuvres dites référentielles, chroniques, mémoires, physiologie de l'époque. Donc je m'intéresse véritablement à des ouvrages critiques. Si je procède de même, c'est parce que, partant des sources d'époque, les sources secondaires ont contribué à leur tour à façonner la représentation collective du phénomène de la bohème. La bohème, c'est une construction qui n'est jamais terminée, puisque poursuivie encore aujourd'hui à coups de livres, d'expositions, de films, de sites internet, de par le monde. Pensez, pour ceux qui viennent loin d'ici, à l'exposition qui a été tenue il y a 2 ans, je pense, au Grand Palais à Paris. Qu'est-ce que la bohème? Quel rapport au collectif, voire à la communauté, soulève la bohème? D'après les livres principaux qui l'ont étudié, voilà ce que je me propose de découvrir. Donc les perspectives théoriques que j'annonce dans mon titre ne sont pas les miennes, si ce n'est un peu à la fin, mais donc celles d'un certain nombre d'ouvrages que je vais mentionner. De quelle discipline émanent ces livres? Essentiellement de l'histoire culturelle et sociale, de la sociologie de la culture, de la sociologie historique, de la littérature, principalement. C'est à la fois large et étroit. Étroit parce qu'il y a toute une série d'autres disciplines, type, que sais-je, moi, la mythocritique, la philosophie de l'art, l'esthétique, qui s'y sont pas du tout intéressés. Et c'est large puisqu'il y aura toute une série de croisements entre ces disciplines historiques, sociales, sociologiques et littéraires. Alors, la liste que j'ai retenue, je vous la donne rapidement. Il y a une dizaine de bouquins et quelques articles. Par ordre chronologique, ça donne César Grania, Bohemian versus Bourgeois, 1964, qui est un titre qui a eu une certaine influence sur les campus américains. Die Bohème de Helmut Kreutzer, ça c'est un livre en allemand, 1968. Un article d'Ephraim Mizrouki, Bohemia, the Means of Social Regulation, 83. Le classique Bohemian Paris de Jerold Segel, quelques pages des règles de l'art de Pierre Bourdieu, qui ne sont que quelques pages mais qui ont eu une grande influence, Bohemians de Elizabeth Wilson en 2000, The Rise of a Creative Class de Richard Florida en 2002, et puis Nathalie Hennick, l'élite d'artiste 2005, et puis tout récemment International Bohemia de Daniel Cottom en 2013. Alors si je prends ce corpus et que je regarde un peu à quoi il ressemble, je vois que je peux le diviser selon un certain nombre de critères. Soit selon la langue utilisée, essentiellement en français, en anglais et en allemand. C'est relativement important dans la mesure où il y a des circulations entre certaines langues et d'autres, et pas d'autres. Donc les Français, ça n'étonnera personne, ont tendance à se lire entre eux. Les Français, les Anglais et les Allemands ont tendance à se lire davantage. Deuxième type de critère, la composition de l'œuvre en question, soit chronologique, c'est le cas de Segel, soit thématique, c'est intéressant, le rapport entre bohème et femme, bohème et réussite, bohème et ville, etc. Voilà, selon la façon dont l'ouvrage est composé. Troisième critère, l'importance accordée à la bohème dans l'ouvrage. Soit c'est de l'objet d'étude centrale, soit c'est un objet d'étude qui est étudié en détail, mais qui est rapproché d'autres phénomènes comparables, par exemple les hippies, les beatniks, les hipsters. Ou alors c'est un objet parmi d'autres intégré à un raisonnement sociologique plus large. C'est le cas chez Bourdieu, c'est le cas chez Mizrouki et d'autres. Autre critère, l'usage de bornes historiques plus ou moins nettes. Autrement dit, certains ouvrages vont s'intéresser à la bohème comme phénomène historiquement situé lié à la France du XIXe siècle. D'autres vont aller prendre ce phénomène comme en lui accordant une valeur, disons, transhistorique. Et effectivement, il y a toute une généalogie qui a été établie avec plus ou moins de réussite, où on peut voir des éléments réels ou potentiels, dit Segel, de la bohème depuis les cyniques de l'Antiquité. Et puis depuis Robert Manton, on voit au XVIIIe siècle se développer ce qu'il a appelé les Rousseau du ruisseau. Ça, c'est en amont, et puis en aval, toute une série de phénomènes et de groupes qui se sont mis en place, les tristes, beats, hippies, jusqu'au bobo d'aujourd'hui, et à la classe créative que Florida a étudiée. Bon.
Donc toute une série de manières de voir ce corpus et de l'étudier. Ce qui va m'intéresser ici, c'est trois choses. Un, qu'est-ce que c'est que la bohème d'après ces ouvrages? Deux, quel type de communauté la bohème peut-elle produire, telle que c'est conçu dans ces livres? Et trois, sur quoi reposerait une communauté bohème? Et donc c'est cette troisième section où je vais un peu prendre la parole pour moi-même, si je puis dire. Bon. Alors, donc première chose, comment définir la bohème? Première difficulté, c'est que pour donner une définition historique ou sociologique à la bohème, il faut d'abord en donner une au bohème, c'est-à-dire à l'incarnation de cette représentation collective. Or, problème, la bohème est marquée, synchroniquement autant que diachroniquement, par une très grande hétérogénéité de sa population. Cette difficulté, elle est présente depuis l'apparition même de la catégorie. Je vous passe les citations, mais les grandes citations que l'on reprend toujours, celles de Balzac, celles de Marx et celles de Murger, procèdent toutes par énumération. La bohème, c'est ceci, ceci et cela. Hein, chez Murger, par exemple, il fait une distinction entre bohème ignorée, bohème amateur, vraie bohème. Chez Balzac et chez Marx, ce sont de longues énumérations. Et on retrouve ce genre de choses presque systématiquement. Ce qui amène à conclure, comme le faisait Jerold Segel en 1986, que, je le cite, de la bohème, on ne peut dresser ni carte, ni graphique, ni dénombrement, parce qu'elle n'a jamais été une condition tout à fait objective. Condition tout à fait objective, effectivement, le problème se pose. Grande difficulté à pouvoir poser une définition qui serait basée sur des critères, disons, prosopographiques. Hein, date et lieu de naissance, emploi, revenu, lieu de résidence, etc. Pourquoi ? Mais parce que la bohème, contrairement à d'autres catégories qu'on peut délimiter selon leur appartenance institutionnelle, par exemple, que sais-je, moi, les acteurs de la Comédie Française ou les avocats, ou d'autres catégories encore qui reposent sur des déclarations d'adhésion, par exemple les signataires d'une pétition, les signataires d'un manifeste, il n'existe pas d'archives pour déterminer qui peut et qui ne peut pas faire partie de la bohème en tant que population. La délimitation de la population en question dépend de l'autorité d'un certain nombre d'énonciateurs qui ont émis des listes de prétendus bohèmes. On est bohème parce qu'on s'est dit bohème ou parce qu'on a été dit bohème par certaines plumes reconnues comme légitimes. Et que cette catégorisation a ensuite été sanctionnée de proche en proche par l'histoire littéraire et l'histoire artistique. La bohème est donc, par excellence, un objet qui est construit par son historiographie. Du coup, la plupart des chercheurs ont évité cette définition critérielle, sans pour autant d'ailleurs trouver une solution satisfaisante. Certains se plaignent en ouverture à quel point il est difficile de trouver une bonne définition à la bohème, savoir qui est bohème et qui ne l'est pas, puis passent outre en disant finalement on va se servir des définitions et des catégorisations habituelles. Du coup, donc, la façon dont les auteurs qui m'intéressent se sont distribués, c'est que certains ont privilégié l'interprétation de la bohème comme type social produit de la modernité capitaliste, c'est le cas chez Marx, c'est le cas chez Benjamin, c'est le cas chez Segel, et d'autres comme la bohème comme ensemble de créateurs d'art. Donc certains ont privilégié la dimension sociale, d'autres la dimension esthétique de la bohème. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, certains ont adopté une définition de type idéologique et d'autres de type plutôt socio-historique. Je m'intéresse à la première d'abord. De type idéologique, c'est-à-dire qu'ils ont identifié dans la bohème un modèle d'opposition au sein même de la société bourgeoise à une résistance non organisée, c'est important, contre l'ordre bourgeois. C'est le cas chez Helmut Kreutzer, c'est le cas aussi chez César Grania, donc l'ouvrage écrit en anglais en 63-64, qui part un peu de l'analyse sartrienne d'une rupture au XIXe siècle entre l'écrivain et son public, chacun, l'écrivain et son public étant d'essence, d'origine bourgeoise, mais l'écrivain en venant à s'opposer à sa propre classe. D'où une tension entre l'héroïsation de l'homme de lettres et la commercialisation impersonnelle du marché. Et donc Grania distingue entre l'anti-bourgeoisisme marxiste, rationaliste et voilà, d'un côté, et la révolte littéraire arationaliste de l'autre. Les premiers, donc les révolutionnaires organisés, combattent avec les armes de la raison pour les masses, et les seconds, dont font partie les bohèmes, défendent les happy few qui partagent avec eux l'adhésion aux valeurs de l'art, de la beauté, de l'esprit, etc. Alors, on dira, d'ailleurs on en parlait hier à propos de la contre-culture, que cette révolte non organisée et non dialectique n'a en fait rien de spécifique à la bohème, et on a parfaitement raison. Et d'ailleurs, Grania, dans son livre, après s'être intéressé à la bohème dite historique pendant quelques temps, va aller étudier ces phénomènes chez des auteurs qui ne sont pas du tout, d'habitude, rattachés à la bohème. Donc, en l'occurrence, Stendhal, Flaubert et Baudelaire.
Quoique Baudelaire, il faut voir. Alors, Segel, lui aussi, part dans cette interprétation type idéologique, mais en réfléchissant aux choses à l'inverse, c'est-à-dire, contrairement à cette opinion devenue dominante selon laquelle la bohème est une opposition, une forme fondamentale d'opposition à la bourgeoisie, il prend le problème à l'inverse en disant finalement que la bohème, c'est une expression même, c'est un signe de la vitalité de la société bourgeoise capable d'engendrer en son sein sa propre position. La bohème, dit Segel, je le cite, n'est pas un domaine étranger à la vie bourgeoise, mais l'expression d'un conflit surgi en son sein même. Donc ça, c'est un type d'interprétation, de type idéologique. Autre type d'interprétation, davantage ancrée dans une réflexion d'ordre socio-historique, définition ou interprétation qui opte davantage pour une définition, une prise en considération d'ordre à la fois morphologique et axiologique. Morphologique et axiologique. Pourquoi les deux? Morphologique d'abord. On a établi, Bourdieu, Darnton, Grania et d'autres, ont établi, essentiellement pour la fin du XVIIIe et pour le XIXe siècle, les conditions socio-historiques qui ont rendu possible, et d'une certaine façon nécessaire, le développement de la catégorie sociale des écrivains et des artistes pauvres et dominés, sur ce que Bourdieu appelle le marché des biens symboliques. Alors, je vous passe le détail de tous ces critères morphologiques, mais qui sont importants. Pour ce qui est des artistes, évidemment, le développement et la domination des académies, des salons annuels, le développement progressif d'un marché de l'art. Et pour ce qui est des écrivains, le marché capitalistique de l'édition, le développement de la grande presse, et effectivement l'appartenance de ces écrivains et de ces artistes à des sphères sociales de moins en moins favorisées avec le temps. Maintenant, tous ces critères morphologiques ne sont pas suffisants en tant que tels. Ils sont, dit Bourdieu, des causes permissives. S'y ajoutent des éléments plus facilement discernables, mais plus difficilement quantifiables, relevant des discours et de la présentation de soi. Qu'il s'agisse de Bourdieu, de Hennick ou d'autres, la thèse ne concerne pas la seule population de bohème, mais plus généralement une vision subie autant que produite de l'art et de l'artiste. C'est le cas tout à fait exemplairement chez Nathalie Hennick, qui s'intéresse à ce qu'elle appelle le régime de singularité chez les écrivains et les artistes des 19e et 20e siècles. Régime qui aurait pris sa première expression dans la bohème. Qu'est-ce qui me passe comme temps, peut-être 5 minutes. Parfait. Alors, j'avance là-dessus pour arriver à la question de la communauté. La vie de bohème est moins une affaire d'individus, après tout relativement interchangeable, que de manifestations collectives. Il en va de l'évidence, un individu seul ne pourra pas adopter une vie de bohème à lui tout seul. Celle-ci, cette vie se concentre dans les quartiers, Montmartre, le quartier latin ou d'autres, s'attache à des lieux fréquentés par une pluralité d'individus, cafés, ateliers, s'exprime dans des groupes constitués, buveurs d'eau, hydropathes, on en parlait tout à l'heure, ou dans des groupes plus informels, habitués d'un café, d'un restaurant, d'un théâtre, équipe de rédaction d'un journal. Donc les auteurs de mon corpus y ont insisté pour la plupart sur ce rapport au collectif, soit qu'ils ont pris en considération une population sur une base statistique, c'est le cas de Florida, soit qu'ils ont intégré la question collective à leur réflexion sociologique. Toute la difficulté est qu'il y a dans la bohème, comme dans toutes ces expressions de la vie d'artiste, une opposition interne entre le goût de la solitude, le goût du non social, une espèce de sociophobie, et en même temps un besoin de socialisation. Il y a à la fois un désir de communauté et à la fois un repli sur soi. Ce que Hennick a exprimé d'une façon tout à fait juste à mon sens, qui est de dire comment être pluriel quand on est singulier. Alors ça s'est exprimé notamment par un rapport problématique à la communauté. Alors on est dedans, donc du coup je me suis intéressé à ce terme même de communauté, puisqu'il s'adapte bien dans la mesure où il y a eu, dans l'histoire de la bohème historique du XIXe siècle, si l'on peut dire, un grand nombre de communautés. J'entends par là des communautés de vie, des gens qui ont habité ensemble et qui ont créé des œuvres dans leur intérieur. Alors il y a comme ça toute une série d'exemples. Celui des Jeunes France du Petit Cénacle dans le camp des Tartares en 1831, celui le plus célèbre de l'impasse du Doyenné où se retrouvent Arsène Houssaye, Nerval, Gautier et quelques autres, qui vit et qui crée là pendant 1 ou 2 ans,
hein, c'est la ruche, comme on l'a appelée, qui travaille là du matin au soir, sauf lorsqu'elle se déplace au cabaret, et qui exprime une grande solidarité. Hein. Souvent, ils ont pu se dire, à nous voir marcher avec un tel visage, des plus épouvantés, reprenez du courage. On retrouvera la citation. Alors d'autres communautés verront le jour au fil du siècle, je vous les mentionne, la communauté de la rue de la Santé dans les années 60, la colonie de Clamart, on retrouve, c'est la question du Parnasse, puisque se retrouvaient là les auteurs du Parnassiculé contemporain, qui est une parodie du Parnasse, le phalanstère autour d'Alfred Jarry dans les années 90, et le groupe de Carnotin au début du XXe siècle. Évidemment, on en aurait d'autres, jusqu'aux communautés hippies des années 60-70. Les expériences communautaires sont brèves et disparates au XIXe siècle. Pourquoi? Il y a plusieurs explications possibles. La première est sans doute qu'elle se passe très généralement à l'extérieur, soit en banlieue parisienne, soit carrément à l'extérieur de Paris. Deuxième problème lié à la rationalisation de l'activité. Hein. Il est délicat et difficile d'instaurer des formes de discipline pour pouvoir durer à partir du moment où on forme une communauté, et cette communauté est basée sur des formes non hiérarchiques, ce qui est le cas typiquement de la Bohème. Dernier élément, j'achève avec ça, ce serait de parler de la communauté dans le sens de la communauté des imaginaires. La Bohème, ça relève d'abord et avant tout d'une identité collective, c'est-à-dire un ensemble de facteurs de type sociologique, des phénomènes de socialisation, mais aussi et enfin un consensus sur un imaginaire de ce que c'est que la Bohème, de ce que c'est que la vie de Bohème. Hein. Et il faut probablement les deux, il faut que se greffe et que s'interpénètre une réalité sociale évolutive, mais tout de même, et des caractéristiques imaginaires, des représentations, pour que quelque chose comme la Bohème puisse se mettre en place. Important de signaler pour terminer que le discours ne doit pas être nécessairement positif ou péjoratif. Les deux peuvent s'interpénétrer, on l'a vu il y a quelques instants. Hein. Quel que soit le signe qui est imposé, les topiques, jeunesse versus inexpérience, liberté versus paresse, sont remarquablement similaires d'un texte à l'autre. Il y a donc bien là une communauté d'imaginaire, c'est-à-dire l'élaboration collective, non concertée et continue dans le discours social des 2 derniers siècles. Contrairement à d'autres, le mythe de la Bohème reste vivace, agissant même après que la réalité sociale qui lui servait de premier socle a disparu. La Bohème reste dans les esprits. Hein, la chanson d'Aznavour est encore fredonnée, le film de Woody Allen, Midnight in Paris, fait recette, et les historiens et les sociologues, une fois n'est pas coutume, n'y sont pas pour rien. Je vous remercie. Merci beaucoup.